Le chauffeur royal ne m'a pas salué lorsque je suis sorti de l'aéroport d'Heathrow. Il a fait quelque chose de plus étrange. Il a regardé la carte que je tenais à la main, s'est redressé, et a dit doucement, « Capitaine Emily Carter ». J'ai hoché la tête. Il a jeté un coup d'œil à l'aigle en or imprimé sur le devant. Pour la première fois depuis mon atterrissage en Angleterre, son expression a changé. Ce n'était ni de la surprise, ni de la curiosité. C'était du respect. Le genre de respect que j'avais vu des marines réserver à un héros tombé au combat. Puis, il a ouvert la porte arrière d'une berline noire, et a prononcé des mots qui m'ont noué l'estomac, « Sa Majesté attend cela depuis très longtemps ». Je l'ai dévisagé. Une semaine plus tôt, ma propre famille avait ri lorsque j'avais reçu cette carte. À présent, un chauffeur royal m'attendait, et je n'avais toujours aucune idée de pourquoi. Pour comprendre comment je me suis retrouvé debout dans Londres avec une carte mystérieuse à la main, il faut remonter au jour de la lecture du testament de mon grand-père. Le jour où tout le monde pensait que j'avais tout perdu. Je m'appelle Emily Carter. Je suis capitaine dans le corps des marines des États-Unis. J'ai 29 ans, je suis célibataire, sans enfant, et, selon la plupart des membres de ma famille, je suis la personne ayant le moins réussi de la pièce. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à servir à l'étranger, à former des marines, et à diriger de jeunes hommes et femmes qui me confiaient leur vie. Pendant ce temps, mon frère aîné, Ryan, avait rejoint l'empire commercial de mon grand-père. Mon père, Richard Carter, avait passé des décennies à aider à gérer les investissements familiaux. L'argent coulait dans leur vie comme de l'eau. Ma vie était différente. Je portais un treillis au lieu de costume sur mesure. Je passais mes anniversaires sur des bases militaires. Je manquais les fêtes. Je dormais dans des tentes, des casernes et des avions de transport. Et je n'aurais échangé cela pour rien au monde. Les funérailles ont eu lieu en Virginie. Avec les honneurs militaires complets. Des rangées de vétérans étaient présentes. Des officiers à la retraite avaient voyagé de tout le pays. Certains sont arrivés avec des cannes. D'autres sont arrivés en fauteuil roulant. Plusieurs portaient des rubans de campagne délavés sur de vieilles vestes. Chacun d'entre eux était venu pour honorer le général William Carter, mon grand-père, l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Les marines ont fourni une garde d'honneur. Le drapeau a été plié avec une précision parfaite. Lorsque le clairon a joué la sonnerie aux morts, tap, j'ai senti les larmes couler sur mon visage. Je ne les ai pas essuyées. Grand-père aurait détesté ça. Il croyait que le chagrin était la preuve que l'amour avait compté. Après la cérémonie, les membres de la famille se sont réunis dans un cabinet d'avocats privé pour la lecture du testament. L'atmosphère a changé immédiatement. La tristesse s'est estompée. Les calculs ont commencé. On pouvait presque voir des signes de euros apparaître derrière les yeux des gens. Mon grand-père avait été riche. Très riche. Pas milliardaire, mais assez riche pour que personne n'assistant à la lecture n'ait plus jamais à se soucier de l'argent. L'avocat, Harold Whitmore, était un homme plus âgé qui connaissait grand-père depuis plus de 30 ans. Son visage avait l'air fatigué. Pas physiquement fatigué, émotionnellement fatigué, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Nous étions assis autour d'une table de conférence polie. Ryan s'adossa confortablement. Papa était assis à côté de lui. Plusieurs cousins occupaient les sièges restants. J'étais assise discrètement près du bout. L'avocat a ouvert le dossier. La pièce est devenue silencieuse. Il a commencé à lire. Propriété, compte d'investissement, participation dans des entreprises, fonds en fiducie, trust funds. Des millions d'euros passaient d'un nom à un autre à chaque paragraphe. Mon cousin a reçu une maison au bord d'un lac. Un autre a hérité d'une propriété d'investissement en Floride. Ryan a hérité d'une part importante de l'entreprise familiale. Papa a hérité de plusieurs millions d'euros, et du contrôle majoritaire des actifs clés. Chaque annonce apportait des sourires, des hochements de tête, des soupirs de soulagement. Puis vint le moment de Ryan. L'avocat a lu le montant. Ryan rayonnait presque. Il regardait autour de la pièce, comme un homme qui venait de remporter un trophée de championnat. Lorsque l'héritage de papa a été annoncé, il a souri lui aussi. Pas un grand sourire, un sourire satisfait, le genre qui dit que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Finalement, l'avocat est arrivé à mon nom. Je me souviens m'être redressé légèrement.
Non pas parce que j'attendais de l'argent. Honnêtement, je ne me souciais pas beaucoup de l'argent. Je voulais juste quelque chose de personnel. Une montre, une lettre, l'une des médailles militaires de grand-père, n'importe quoi. L'avocat a fait une pause, assez longue pour que tout le monde le remarque. Puis il s'est raclé la gorge. À ma petite fille, Emily Carter. La pièce s'est figée. Je laisse un objet. L'avocat a plongé la main dans une enveloppe séparée. Il en a sorti une carte épaisse, de couleur crème, à peu près de la taille d'une carte de vœux. Il me l'a tendue. C'était tout. Pas de montant en euros, pas de propriété, pas de fonds en fiducie. Juste une carte. Je l'ai dévisagée. Un aigle en or était en relief sur le devant. Rien d'autre. La pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis Ryan a ri. Il a vraiment ri. Pas un petit rire étouffé. Un rire à gorge déployée. C'est tout? Plusieurs personnes ont échangé des regards gênés. Papa a souri. Pas cruellement, mais pas gentiment non plus. Eh bien, dit-il, ton grand-père a toujours admiré ton service militaire. Ryan a eu un sourire narquois. On dirait qu'il t'a donné un souvenir. Encore des rires. J'ai baissé les yeux sur la carte. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, de l'embarras. Non pas parce que je voulais de l'argent, mais parce que tout le monde supposait que grand-père m'estimait moins. La vérité, c'est que j'avais passé plus de temps avec lui au cours des 3 dernières années, que quiconque dans cette pièce. À chaque fois que j'avais une permission, je lui rendais visite. Nous buvions du café ensemble. Nous parlions d'histoire militaire, de leadership, de responsabilité, de service. Il ne parlait jamais d'argent, pas une seule fois. Maintenant, tout le monde semblait convaincu qu'il m'avait intentionnellement laissé avec presque rien. Ryan s'est penché vers moi. Je suppose que le patriotisme ne paie pas très bien. Encore des rires. Je n'ai rien dit. Des années passées dans les marines m'avaient appris quelque chose d'important, quand les gens révèlent leur caractère, laissez-les faire. Aucune interruption n'est nécessaire. L'avocat m'observait attentivement, presque nerveusement, comme s'il attendait quelque chose. J'ai retourné la carte. Les rires se sont arrêtés. Il y avait une écriture manuscrite au dos. L'écriture de mon grand-père. Ferme, délibérée, incomparable. Seulement 5 mots. 5 mots qui ont instantanément tout changé, remets ceci à la reine. Je les ai regardés fixement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La pièce a de nouveau explosé. Ryan a failli tomber de sa chaise en riant. Papa a secoué la tête. Ton grand-père avait un sens de l'humour étrange. Peut-être, mais cela n'avait pas l'air d'une blague. J'ai levé les yeux. L'avocat ne riait pas. Loin de là. En fait, il avait l'air inquiet, presque anxieux. Puis il a prononcé doucement des mots que personne d'autre ne semblait remarquer. Des mots destinés uniquement à moi, capitaine Carter. Il a fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Votre grand-père m'a demandé de vous remettre ceci, uniquement après que vous ayez lu la carte. Soudain, plus personne ne riait. Et pour la première fois ce jour-là, j'ai eu le sentiment que le véritable héritage de mon grand-père n'avait pas encore été révélé. Les rires dans la pièce se sont estompés presque immédiatement. Non pas parce que quelqu'un me respectait soudainement, non pas parce que mon frère se sentait coupable. Ils se sont estompés, à cause de l'expression sur le visage d'Harold Whitmore. Pour la première fois depuis le début de la lecture du testament, l'avocat avait l'air sincèrement mal à l'aise. Ryan l'a remarqué aussi. Son large sourire s'est adouci. Papa a croisé les bras. J'ai pris l'enveloppe scellée et j'ai regardé Harold. Qu'est-ce que c'est? Il a ajusté ses lunettes. Votre grand-père a laissé des instructions spécifiques. La pièce est devenue silencieuse. Quelles instructions? A demandé Ryan. Harold l'a ignoré. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Il m'a dit que cette enveloppe ne devait être ouverte, qu'après que vous ayez lu la carte. J'ai baissé les yeux sur l'écriture manuscrite sur l'enveloppe. C'était celle de grand-père. Aucun doute là-dessus. La même écriture militaire ferme, que j'avais vue des centaines de fois en grandissant. Pendant un instant, j'ai oublié que tout le monde était dans la pièce. J'ai oublié l'argent, j'ai oublié les rires, j'ai oublié l'embarras.
Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le fait que ce seraient probablement les derniers mots que mon grand-père aurait jamais écrits spécifiquement pour moi. Mes doigts m'ont soudain paru plus lourds. J'ai soigneusement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une seule lettre manuscrite. Plusieurs pages soigneusement pliées. La pièce attendait. Ryan s'est penché en avant. Papa observait en silence. J'ai déplié la première page. En haut, il était écrit « Pour Émilie ». Ma gorge s'est immédiatement serrée. Grand-père ne gaspillait jamais ses mots. S'il avait écrit une lettre aussi longue, c'est que c'était important. J'ai commencé à lire en silence. La première phrase m'a fait mal à la poitrine. Si tu lis ceci, c'est que j'ai terminé mon dernier déploiement. C'était exactement ainsi qu'il aurait décrit la mort. Non pas comme une fin, mais comme une mission accomplie. J'ai continué à lire. Je sais que tous les autres reçoivent de l'argent. Tu reçois quelque chose de différent. Si tu es déçu, je le comprends. Si tu es confuse, c'est normal. Mais si je te connais aussi bien que je le crois, tu es toujours assise calmement, pendant que tout le monde parle. Un petit sourire est apparu sur mon visage. Même après sa mort, il me connaissait parfaitement. J'ai continué. L'argent récompense le succès. Le caractère récompense la responsabilité. Je ne te laisse pas un cadeau. Je te laisse une mission. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Une mission. Cela ressemblait exactement à grand-père. Pas une récompense. Une responsabilité. Le paragraphe suivant expliquait pourquoi. Pendant des années, j'ai observé chaque membre de cette famille. Certains ont poursuivi la richesse. Certains ont poursuivi le statut. Certains ont poursuivi le confort. Tu as poursuivi le service. C'est pourquoi je t'ai choisi. J'ai arrêté de lire pendant un moment. La pièce est restée silencieuse. Ryan a bougé sur son siège. Papa avait l'air mal à l'aise. Je ne pense pas qu'aucun d'eux n'ait aimé entendre cela. Mais je ne lisais pas pour eux. Je lisais pour lui. J'ai repris. Tu ne m'as jamais rendu visite parce que tu attendais quelque chose en retour. Tu me rendais visite parce que tu aimais ton grand-père. Cela a de l'importance. Mes yeux m'ont brûlé. Les souvenirs ont commencé à affluer. Les samedis matins à boire du café ensemble, à écouter de vieilles histoires de guerre, à l'aider à se déplacer après son opération du genou, à l'emmener à ses rendez-vous médicaux, à regarder des matchs de baseball. Rien de tout cela n'avait semblé être un devoir. C'était mon grand-père. C'était ce que la famille était censée faire. Puis, j'ai atteint le paragraphe qui a tout changé. La carte doit être remise en main propre. Aucun avocat, aucun coursier, aucun représentant. Tu dois la porter toi-même. Emporte-la à Londres. Présente-la exactement comme indiqué. J'ai levé les yeux. Harold a hoché la tête, comme pour confirmer qu'il savait déjà ce qui était écrit. Ryan a ri à nouveau, un peu nerveusement cette fois. Tu plaisantes. Personne n'a répondu. J'ai continué à lire. Il y a des gens qui attendent cette carte. Ils attendent depuis de nombreuses années. Quand ils la verront, ils comprendront. Fais confiance au processus. Fais confiance à ton instinct, et fais confiance aux valeurs que le corps des marines t'a enseignées. La pièce était complètement silencieuse maintenant. Même Ryan ne plaisantait plus. Papa a finalement pris la parole. Qui attend exactement? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, je ne savais pas. La lettre ne l'expliquait jamais. Pas directement. Au lieu de cela, grand-père a passé les 2 pages suivantes, à parler d'honneur, de devoir, de leadership, et des responsabilités qui accompagnent le fait d'être digne de confiance. Une partie ressemblait à des conseils militaires. Une autre à des conseils de vie. Le tout résonnait exactement comme lui. Puis, j'ai atteint la dernière page, le dernier paragraphe. Un jour, tous les membres de cette famille comprendront pourquoi j'ai fait ce choix. Peut-être seront-ils en colère. Peut-être auront-ils honte. Peut-être apprendront-ils enfin, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Quoi qu'il arrive. Souviens-toi de ceci. Le plus grand héritage n'est pas la richesse. C'est le but que l'on se donne.
Au bas figurait sa signature, Général William Carter, armée des États-Unis, à la retraite. Je l'ai dévisagé pendant plusieurs secondes, puis j'ai soigneusement plié la lettre. Personne n'a parlé. Finalement, Ryan a brisé le silence. Alors, et maintenant? J'ai regardé la carte, puis la lettre, puis Harold. Que se passe-t-il si je l'ignore? L'avocat a répondu immédiatement, vous ne le ferez pas. La confiance dans sa voix m'a surprise. Comment le savez-vous? Un léger sourire est apparu sur son visage. Parce que votre grand-père savait exactement qui vous êtes. Cette réponse a irrité Ryan. Allez, dit-il en se levant. C'est ridicule. Papa ne semblait pas tout à fait aussi sûr. Il avait l'air pensif, presque inquiet. Pour la première fois de la journée, il n'agissait pas comme le gagnant d'une quelconque compétition. Peut-être parce qu'au fond de lui, il savait quelque chose. Grand-père n'avait jamais rien fait sans raison, encore moins quelque chose d'aussi étrange. La réunion s'est terminée peu après. Les gens ont rassemblé leurs papiers, documents d'héritage, registres de propriété, états financiers. Des millions d'euros changeaient de main. Je suis parti en ne portant qu'une carte et une lettre. Et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais plus lourde que tous les autres. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père une dernière fois. La maison était vide maintenant. Calme. Le genre de calme qui suit une vie bien remplie. Je me suis assise seule sur sa terrasse arrière, au même endroit où nous avions partagé d'innombrables tasses de café. Le coucher du soleil teignait le ciel de Virginie d'orange et d'or. J'ai sorti à nouveau la carte. L'aigle semblait presque vivant dans la lumière faiblissante. J'ai passé mon pouce sur le motif en relief. Dans quoi m'as-tu embarqué, grand-père? Le vent s'est déplacé doucement à travers les arbres. Aucune réponse n'est venue. Mais pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas une farce. Ce n'était pas une blague, et ce n'était certainement pas le fruit du hasard. Mon grand-père avait passé toute sa vie à planifier soigneusement. Chaque mission, chaque décision, chaque responsabilité. S'il m'avait confié cela, c'est qu'il y avait une raison. Le lendemain matin, j'ai appelé mon officier commandant. 3 jours plus tard, ma permission a été approuvée. 5 jours plus tard, j'ai réservé un vol pour Londres. Pendant ce temps, de retour à la maison, Ryan n'arrêtait pas de parler de l'héritage. Nouveaux investissements, nouvelles propriétés, nouvelles opportunités. Mais autre chose avait commencé à se produire. Plus il parlait d'argent, plus il devenait obsédé par ma carte. Papa aussi. Aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi, et moi non plus. Tout ce que je savais, c'est que tous mes instincts de marine me disaient d'accomplir la mission, peu importe à quel point cela semblait étrange, peu importe où cela me mènerait. Une semaine plus tard, j'ai embarqué dans un avion à destination de l'Angleterre. La carte était en sécurité dans mon bagage à main. La lettre reposait dans la poche de ma veste. Alors que l'avion s'élevait dans les nuages, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à grand-père, à la confiance, aux devoirs, et aux missions inachevées. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à Londres. Mais quelque part au fond de moi, je savais que mon véritable héritage ne faisait que commencer. Le vol de Washington à Londres a duré près de 7 heures. Je n'ai pas dormi une seule minute. Le passager à côté de moi regardait des films. De l'autre côté de l'allée, un couple de retraités somnolait à tour de rôle sous des couvertures d'avion. La majeure partie de la cabine semblait détendue. Je ne pouvais pas me détendre. La carte était restée dans mon bagage à main, sous le siège devant moi. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à baisser les yeux pour m'assurer qu'elle y était toujours. Je me sentais ridicule. Après tout, ce n'était qu'une carte, un morceau de papier épais avec un aigle en or en relief sur le devant. Et pourtant, d'une certaine manière, elle semblait plus précieuse que tout ce dont ma famille avait hérité. Non pas parce que je savais ce qu'elle signifiait, car je l'ignorais. Le mystère continuait de m'attirer. Au moment où nous avons traversé l'Atlantique, j'avais relu la lettre de grand-père au moins 20 fois. Chaque phrase, chaque mot, chaque virgule. Je cherchais des indices, je cherchais quelque chose qui m'aurait échappé. Mais la lettre ne révélait rien de plus, seulement de la confiance, de la foi, et des instructions. Lorsque l'avion a finalement commencé sa descente vers Londres, la pluie perlait sur les hublots. Des nuages gris s'étiraient sur l'horizon. La ville est lentement apparue en dessous de nous.
J'avais déjà visité l'Angleterre une fois, dans le cadre d'un programme d'échange militaire. Cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, je n'arrivais pas en tant que marine. J'arrivais en tant que messagère d'un général décédé. Cette pensée semblait absurde, même dans ma propre tête. L'avion s'est posé. Les passagers ont applaudi doucement. Le couple de retraités s'est souri. Les gens ont immédiatement attrapé leur téléphone et leurs bagages. La vie continuait normalement. Pendant ce temps, mon cœur battait plus fort qu'il ne l'avait fait lors de certains exercices militaires. J'ai attendu patiemment mon tour de sortir. Grand-père m'avait toujours enseigné quelque chose de simple, ne te précipite jamais. La mission sera toujours là quand tu arriveras. Ces mots résonnaient dans mon esprit, alors que je marchais dans l'aéroport d'Heathrow. Le passage en douane s'est déroulé sans incident. Mon passeport a été tamponné. Mes bagages ont été contrôlés. 20 minutes plus tard, je suis entré dans le hall des arrivées. Des centaines de personnes se pressaient dans la zone. Des familles qui s'embrassaient. Des voyageurs d'affaires pressés. Des chauffeurs tenant des pancartes. Des guides touristiques rassemblant des groupes. J'ai balayé la foule du regard. Rien ne semblait inhabituel. Puis, je l'ai vu. Une pancarte blanche. Simple. Professionnelle. Seulement 3 mots, Capitaine Emily Carter. Je me suis arrêté de marcher. L'homme qui tenait la pancarte semblait avoir la soixantaine. Grand, impeccablement vêtu, les cheveux gris, une posture parfaite. Le genre de posture que l'on ne voit que chez d'anciens militaires ou des professionnels de longue date. Quand nos regards se sont croisés, il a immédiatement baissé la pancarte. Puis, il s'est dirigé vers moi. Sans se presser, sans nonchalance non plus, avec détermination. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Capitaine Carter. Son accent était indéniablement britannique. Oui. Son regard s'est brièvement posé sur le bagage à main en bandoulière sur mon épaule. Puis il est revenu vers moi. On m'a demandé de vous escorter. J'ai cligné des yeux. Par qui? Un léger sourire est apparu. Je crains que cette information ne vous soit fournie, qu'au moment opportun. Cela ressemblait exactement à ce que grand-père aurait dit. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. L'homme a tendu la main vers l'un de mes bagages. Je peux le porter. Je gère. Le sourire s'est légèrement élargi. Marine. Oui. Je m'en doutais. Quelque chose en lui me rappelait les vieux officiers militaires. Calme, discipliné, professionnel. Alors que nous marchions vers le parking, j'ai finalement posé la question qui me tracassait, comment saviez-vous que j'arrivais? Sa réponse m'a surprise. Nous le savons depuis de nombreuses années. Je me suis arrêté de marcher. Quoi? Il s'est tourné vers moi. Il ne plaisantait pas. Ne souriait pas. Il était tout à fait sérieux. Nous le savons depuis de nombreuses années. Ces mots m'ont donné des frissons. De nombreuses années? Cela n'avait aucun sens. Je n'avais même pas connaissance de la carte avant la semaine dernière. Le chauffeur a semblé remarquer ma confusion. Le général Carter était un homme remarquable. Le nom de mon grand-père sonnait étrangement avec un accent britannique. Vous l'avez connu? Pas personnellement. Il a ouvert la porte arrière d'une berline noire. Mais sa réputation est connue de certaines personnes. Cette réponse a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Le véhicule lui-même était sobre. Pas de marques ostentatoires, pas d'insignes officiels. Juste une berline de luxe noire et épurée, le genre que les responsables gouvernementaux utilisent souvent. Alors que nous nous éloignons d'Heathrow, Londres s'est déployée derrière les fenêtres. Des bâtiments historiques, des rues animées, des trottoirs glissants de pluie. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, la curiosité l'a emporté. Qui êtes-vous? L'homme m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Je m'appelle Arthur. Arthur? Et après? Arthur suffit. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des jours. Vous parlez comme un espion. Une lueur d'amusement a traversé son visage. Je vous assure, capitaine Carter, je suis bien moins intéressant que cela. Je n'en étais pas convaincu. Le trajet a continué. Bientôt,
le centre-ville est apparu. Des touristes remplissaient les trottoirs. Des monuments historiques surgissaient à chaque coin de rue. Je m'attendais à ce qu'Arthur me conduise à un hôtel. Au lieu de cela, il a pris la direction d'un quartier qui semblait de plus en plus officiel. Des bâtiments gouvernementaux, du personnel de sécurité, des entrées réglementées. Mes instincts militaires ont immédiatement remarqué les détails, des niveaux de sécurité multiples, des points d'accès contrôlés, une surveillance professionnelle. Rien d'évident, mais tout était efficace. Arthur a finalement repris la parole. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous venu? La question m'a prise au dépourvu. J'avais des instructions. Beaucoup de gens les auraient ignorées. Peut-être. Mais pas moi. J'ai pensé à grand-père. Aux funérailles, à la lettre, à la carte. Puis j'ai répondu honnêtement, parce qu'il me faisait confiance. Arthur a hoché la tête lentement, comme si c'était la bonne réponse. Pas la réponse attendue. La bonne. Pendant les minutes qui ont suivi, aucun de nous n'a parlé. Puis, il a dit quelque chose qui a tout changé. Votre grand-père a sauvé un grand nombre de vies autrefois. J'ai levé les yeux. C'était un soldat. Arthur a secoué la tête. Non. Ses yeux ont croisé les miens dans le rétroviseur. Il s'agissait de toute autre chose. Mon pouls s'est accéléré. De quoi parlez-vous? Il a semblé peser ses mots avec soin. Si je comprends bien, il y a des gens en vie aujourd'hui, grâce à une décision qu'il a prise il y a des décennies. Je l'ai dévisagé. Quel genre de décision? Je ne suis pas la personne autorisée à raconter cette histoire. Autorisée? Encore un mot étrange. Encore un indice. Encore un mystère. Plus j'avançais, moins cela ressemblait à un secret de famille. Et plus cela ressemblait à un chapitre caché de l'histoire. Pendant ce temps, de retour en Virginie, ma famille s'agitait. Je ne le savais pas encore, mais Ryan avait déjà engagé un détective privé. Papa avait commencé à passer des coups de fil. Aucun des deux ne parvenait à comprendre pourquoi une simple carte m'avait mené à Londres. Aucun des deux ne pouvait accepter que grand-père ait pu me laisser quelque chose de plus précieux que de l'argent. Ils avaient besoin de réponses, tout comme moi. Mais contrairement à eux, je ne courais pas après la richesse. Je courais après la vérité. Arthur a fini par tourner sur une route privée. Des barrières de sécurité se sont ouvertes. La berline a avancé. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu un élégant bâtiment historique devant nous. Mon estomac s'est noué. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour en arrière. Arthur a garé la voiture. Puis, il est sorti et m'a ouvert la porte. Pendant un bref instant, son masque de professionnel est tombé. J'ai vu un véritable respect dans ses yeux. Le même respect que j'avais vu lors de funérailles militaires. Le même respect réservé à un service honorable. Capitaine Carter, a-t-il dit doucement. Oui. Il a jeté un coup d'œil vers le bâtiment. Ils ont attendu cette carte pendant très longtemps. Ensuite, il m'a guidé vers l'entrée. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si le plus grand accomplissement de mon grand-père n'avait pas simplement jamais figuré dans le moindre dossier militaire. Le bâtiment avait l'air plus ancien que les États-Unis. C'est la première pensée qui m'a traversé, en suivant Arthur par l'entrée. Des murs en pierre, de hautes fenêtres, du bois sombre, des portraits d'officiers militaires et d'hommes d'État accrochés dans des cadres dorés. L'endroit tout entier portait le poids de l'histoire. Pas le genre d'histoire que l'on trouve dans les manuels scolaires, le genre qui est préservé par les personnes qui l'ont vécu. Arthur m'a guidé à travers une série de couloirs sans dire un mot. Mes instincts de marine sont restés en alerte. Non pas parce que je me sentais menacé, mais parce que chaque détail de cette situation semblait lourd de sens. Les gens importants n'opéraient pas aussi discrètement sans raison. Nous avons fini par atteindre une double porte en bois massif. Arthur s'est arrêté. Pour la première fois depuis notre rencontre, il semblait presque nerveux. Pas effrayé, mais respectueux, comme un homme debout à l'extérieur d'un lieu sacré. Il s'est tourné vers moi. Avant que vous n'entriez, capitaine Carter, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai attendu. Beaucoup de gens ont passé des décennies à protéger l'intimité de votre grand-père. Mon estomac s'est noué. Qu'a-t-il fait exactement? Arthur a souri faiblement.
C'est une histoire qu'il vaut mieux laisser aux autres le soin de raconter. Puis, il a ouvert les portes. La pièce au-delà était étonnamment simple. Une longue table de conférence. Plusieurs étagères à livres, de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure privée. 3 personnes attendaient déjà. Une femme âgée élégamment vêtue, un homme aux cheveux gris portant un costume sombre, et un autre homme plus âgé, dont la posture militaire a immédiatement attiré mon attention. Un ancien officier, sans aucun doute. On ne quitte jamais vraiment l'armée. Tous les 3 se sont levés lorsque je suis entré. L'ancien officier s'est avancé en premier. Capitaine Emily Carter. Sa voix était chaleureuse. J'espérais vous rencontrer. Il a tendu la main. Je l'ai serrée. Je suis Emily. Sir Jonathan Reeves. Ce nom ne me disait rien, mais à en juger par l'expression d'Arthur, il aurait apparemment dû. La femme âgée s'est approchée ensuite. Son sourire m'a rappelé ma grand-mère. Doux, gentil, réconfortant. Votre grand-père parlait souvent de vous. Cette déclaration m'a surprise. Vous le connaissiez? Les 3 ont échangé des regards. Puis, Sir Jonathan a répondu, nous le connaissions tous. Mon pouce est accéléré. J'ai soigneusement sorti la carte de mon sac. La pièce s'est immédiatement immobilisée. Ce n'était ni dramatique ni théâtral, juste silencieux. Comme une chapelle devient silencieuse avant une prière. J'ai posé la carte sur la table. Personne n'y a touché au début. Pendant plusieurs secondes, ils l'ont simplement regardé. Puis, la femme âgée a tendu la main. Ses doigts ont effleuré l'aigle en or. Je jure avoir vu des larmes se former dans ses yeux. Après toutes ces années, a-t-elle chuchoté. Sir Jonathan a expiré lentement. Elle est enfin de retour. Retour? Je les ai dévisagés. Qu'est-ce que c'est que cette chose? L'ancien officier m'a regardé. Avant que nous ne répondions à cela, il y a quelque chose que vous avez le droit de savoir. Il a fait un geste vers une chaise. Je me suis assise. Les autres ont fait de même. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, Sir Jonathan a commencé. Votre grand-père a sauvé un membre de la famille royale. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai cligné des yeux. J'avais sûrement mal compris. Un membre de la famille royale? Il a hoché la tête. Il y a de nombreuses années. J'ai attendu. La pièce est restée silencieuse. Puis il a continué, c'est arrivé en 1982. Mon grand-père était alors un officier supérieur de l'armée. Le monde était différent à cette époque. La guerre froide était toujours d'actualité. La coopération militaire entre les pays alliés se faisait souvent en toute discrétion. Certaines opérations n'ont jamais été portées à la connaissance du public. D'autres ont été délibérément oubliées. Sir Jonathan s'est penché en arrière. Votre grand-père participait à une opération de sécurité multinationale. J'écoutais attentivement. Chaque mot comptait. Une menace sérieuse est apparue. La femme plus âgée a baissé les yeux. Le souvenir l'affectait de toute évidence encore. Une menace impliquant une attaque. Ma formation militaire a immédiatement rempli les blancs. Assassinat potentiel? Enlèvement? Terrorisme? Quelque chose de grave? Sir Jonathan a hoché la tête, comme s'il lisait dans mes pensées. Votre grand-père a identifié le danger avant tout le monde. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Que s'est-il passé? L'ancien officier a répondu, il a agi. Des mots simples. Des mots militaires. Le genre que grand-père aurait préféré. Pas d'héroïsme, pas de gloire, action, devoir. L'homme a poursuivi, il a pris une décision qui a protégé des vies innocentes. Combien? La pièce est redevenue silencieuse. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, honnêtement, nous ne le savons pas. Je l'ai fixé. Comment ça? Parce que l'attaque n'a jamais eu lieu. L'importance de la chose m'a frappé immédiatement. Les meilleures opérations militaires sont souvent invisibles. Si la catastrophe ne se produit jamais, personne ne se rend compte à quel point on l'a frôlée. Sir Jonathan a hoché la tête. Les actions de votre grand-père ont empêché une tragédie. La femme âgée a finalement pris la parole, et il a refusé toute récompense. Cela ressemblait exactement à lui.
Absolument et exactement à lui. Je me suis souvenu de mes 13 ans, quand je lui avais demandé pourquoi il exposait si rarement ses médailles. Sa réponse avait été simple, on ne sert pas pour les médailles. À l'époque, j'avais pensé que ça sonnait comme un cliché. Maintenant, je comprenais qu'il avait réellement vécu selon ce principe. Sir Jonathan a ouvert un dossier. À l'intérieur, de vieilles photographies, des documents, des coupures de journaux, de la correspondance militaire. Des preuves. De vraies preuves. Pas des histoires, pas des légendes familiales, de l'histoire. Il a fait glisser une photo sur la table. J'ai eu le souffle coupé. Le jeune homme sur l'image était indéniablement grand-père, 30 ans plus jeune. Épaules larges, uniforme de l'armée, posture solide. Les mêmes yeux, la même expression, la même confiance tranquille. À côté de lui se tenaient plusieurs officiels britanniques. L'un d'eux me paraissait remarquablement familier. Puis, j'ai compris pourquoi. J'avais vu son portrait d'innombrables fois. Un jeune membre de la famille royale. La pièce m'observait en train d'assimiler l'image. Finalement, j'ai levé les yeux. Pourquoi cela a-t-il été caché? La réponse est venue immédiatement, parce que votre grand-père l'a exigé. Bien sûr. Sir Jonathan a souri. Il croyait que protéger des vies était son devoir, pas un exploit. La vieille femme a hoché la tête. Il a refusé la reconnaissance publique. Il a refusé toute compensation financière. Il a refusé les honneurs. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. C'était lui. C'était tout à fait lui. Puis, Sir Jonathan a fouillé dans un autre dossier. Cette fois, il en a retiré un document écrit de la main de mon grand-père. La carte, a-t-il expliqué, faisait partie d'un accord privé. J'ai baissé les yeux vers elle. L'aigle en or me paraissait soudain plus lourd, plus significatif. Un accord pourquoi? L'ancien officier a répondu, pour une succession. Ma confusion est revenue immédiatement. Succession? Il a hoché la tête. Pas de richesse. De confiance. La pièce est devenue silencieuse. Puis il a prononcé la phrase qui a tout changé, votre grand-père croyait que le caractère ne pouvait être hérité que par choix. J'ai senti des frissons parcourir mes bras. Pas l'argent, pas la propriété, pas l'influence. Le caractère. La confiance. La responsabilité. Les choses que grand-père valorisait le plus. Sir Jonathan a poursuivi, il savait que quelqu'un finirait par recevoir la carte. Il vous a choisi. J'ai baissé les yeux. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Parce que soudainement, je comprenais. La carte n'était pas une récompense. Elle ne l'avait jamais été. C'était un test. Une mission finale. Une mesure de confiance. L'héritage n'était pas l'argent. L'héritage était la foi. La foi qu'une personne dans la famille accorderait plus de valeur à l'honneur qu'à la richesse. La pièce est restée silencieuse. Puis, la femme âgée a souri doucement. Votre grand-père avait raison à votre sujet. J'ai dégluti difficilement. Que se passe-t-il maintenant? Sir Jonathan a échangé un regard avec les autres. Puis, il a souri. Maintenant, capitaine Carter. Il s'est dirigé vers un coffre en bois antique posé contre le mur. Vous recevez l'héritage qu'il a passé 40 ans à protéger. Et alors que le coffre était porté vers la table, j'ai réalisé que la véritable histoire ne faisait que commencer. Le coffre antique avait l'air ordinaire. C'est la première chose que j'ai remarquée. Après tout ce que j'avais entendu ce jour-là, je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, de l'or, des bijoux, des dossiers gouvernementaux secrets, quelque chose sorti d'un film. Au lieu de cela, le coffre en bois était usé et modeste. Ses coins en laiton étaient rayés. Le bois montrait des décennies de vieillissement, le genre de boîte qu'un grand-père pourrait garder dans le coin d'un bureau. Et pourtant, chaque personne dans la pièce le regardait avec un respect extraordinaire. Arthur s'est avancé, et l'a posé avec soin sur la table. Personne n'a parlé. Pendant un instant, tout ce que je pouvais entendre, c'était le tic-tac d'une horloge quelque part dans le bâtiment. Puis, Sir Jonathan a fait un signe de tête vers le coffre. Capitaine Carter. Je l'ai regardé. Ceci vous appartient maintenant. J'ai hésité. Cette déclaration me semblait étrange.
Rien dans ce voyage n'avait ressemblé à de la possession. Cela ressemblait à de la gérance, de la responsabilité, une mission, pas une possession. Pourtant, j'ai tendu la main et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, se trouvaient des liasses soigneusement organisées, des lettres, des photographies, des journaux intimes en cuir, des dossiers militaires, de petites boîtes. Tout était disposé avec une précision militaire. Exactement comme grand-père l'aurait fait. Ma gorge s'est serrée. La simple vue de son écriture a failli me briser. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Oublié Londres. Oublié la famille royale. Oublié l'héritage. J'étais simplement une petite fille à qui son grand-père manquait. J'ai soigneusement pris le premier journal. La couverture en cuir était décolorée par le temps. À l'intérieur, chaque page était remplie de son écriture. Pas des rapports officiels, des réflexions personnelles, des pensées, des leçons, des observations. Le genre de choses qu'il ne partageait jamais publiquement, le genre de choses que la plupart des familles ne voient jamais. J'ai tourné quelques pages. Une entrée a immédiatement attiré mon attention. La date remontait à près de 20 ans. J'ai lu en silence, Ryan veut diriger un jour. Emily veut servir. Le leadership sans service devient un dû. Le service sans reconnaissance devient du caractère. Mes yeux se sont attardés sur les mots. Grand-père nous avait étudiés, bien avant qu'aucun de nous ne s'en rende compte. Le journal suivant a révélé davantage de choses. Des récits de déploiement, des leçons tirées d'erreurs, des témoignages sur des soldats qu'il avait admirés. Des personnes dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire. Des hommes et des femmes ordinaires qui avaient fait des choses extraordinaires. J'ai réalisé quelque chose d'important. Grand-père ne préservait pas ses propres accomplissements. Il préservait les leurs. Même maintenant, il honorait les autres avant lui-même. La vieille femme assise en face de moi a semblé remarquer mon expression. Il faisait toujours ça. J'ai levé les yeux. Que entendez-vous par là? Il se souvenait de tout le monde. Elle a souri. Les cuisiniers, les chauffeurs, les officiers subalternes, les infirmières, les mécaniciens. Les gens que personne d'autre ne remarquait. J'ai ri doucement. Cela lui ressemble bien. Elle a hoché la tête. C'est pour cela qu'il était aimé. Pas craint, ni admiré. Aimé. Il y a une différence. Et grand-père avait mérité les deux. J'ai continué à explorer le contenu du coffre. Puis, j'ai trouvé un petit écrin en velours. À l'intérieur reposait une médaille que je n'avais jamais vue auparavant. Pas d'exposition publique, aucune mention dans les conversations familiales, pas d'histoire, rien. J'ai regardé Sir Jonathan. Qu'est-ce que c'est? L'ancien officier a souri. L'une des nombreuses distinctions qu'il a refusé de porter publiquement. Je l'ai dévisagé. Il ne nous l'a jamais dit. Il n'a rien dit à personne. Encore une fois, exactement ce à quoi je me serais attendu. La reconnaissance ne l'avait jamais intéressé. Le service, oui. Le devoir, oui. Les gens, oui. La médaille n'était pas le trésor. La vie qui se cachait derrière, l'était. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus précieux, des photographies. Des centaines. Grand-père avec des soldats. Grand-père avec des civils. Grand-père visitant des hôpitaux. Grand-père assistant à des funérailles. Grand-père encadrant de jeunes officiers. Grand-père réconfortant des veuves de militaires. Grand-père riant avec des enfants. L'image après image révélait le même modèle, une vie consacrée aux autres. Une vie plus vaste que la version que notre famille avait connue. En les regardant, j'ai ressenti un sentiment croissant de honte envers ma famille restée au pays. Non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais parce qu'ils l'avaient réduit à un compte en banque. L'homme sur ces photos valait bien plus que de l'argent. Et d'une certaine manière, ils étaient passés à côté. Puis, j'ai trouvé la dernière enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant. L'écriture était indéniable. Je l'ai ouverte soigneusement. À l'intérieur, se trouvait une dernière lettre. J'ai immédiatement reconnu qu'il s'agissait de la dernière chose que grand-père avait écrite. Les traits de stylo étaient légèrement plus faibles. Son âge était visible à chaque ligne. Mais toujours ferme. Toujours délibéré. Toujours lui.
J'ai commencé à lire. Émilie, si tu lis ceci, c'est que tu as accompli la mission. Un sourire a effleuré mon visage. Bien sûr, il appelait ça une mission. Je savais que tu le ferais. Pas parce que tu es obéissante. Parce que tu es digne de confiance. J'ai dégluti difficilement. La pièce a disparu autour de moi. J'avais l'impression que grand-père était à nouveau assis à côté de moi, s'adressant directement à moi. Ta famille peut croire que je leur ai laissé plus qu'à toi. C'est compréhensible. L'argent est facile à compter. Le caractère, non. Mes yeux m'ont brûlé. Si je te laissais des millions, tu les dépenserais tôt ou tard. Si je te laissais des propriétés, quelqu'un en hériterait après toi. Mais si je te laissais un but, cela pourrait vivre éternellement. J'ai fait une pause. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu continuer. L'émotion m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Finalement, j'ai repris. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce coffre appartient à une fondation qui sera créée après ma mort. J'ai cligné des yeux. Une fondation ? J'ai levé les yeux vers Sir Jonathan. Il a hoché la tête. La surprise sur mon visage l'a fait sourire. Je suis retourné à la lettre. La fondation du général William Carter pour le leadership. Son but est simple. Aider les jeunes vétérans à se construire des vies significatives après leur service. Ma poitrine s'est serrée. Les vétérans. Bien sûr. Même après la mort, grand-père prenait encore soin des soldats. J'ai continué. Tu la superviseras. Pas parce que tu es de la famille. Parce que tu comprends le service. Tu comprends le sacrifice. Tu comprends la responsabilité. Les larmes ont finalement coulé sur mon visage. Je ne les ai pas arrêtées. Le dernier paragraphe attendait en dessous. L'argent peut être dépensé. L'influence peut disparaître. La gloire peut s'estomper. Le caractère perdure. Protège-le. Transmets-le. Et souviens-toi, le plus grand titre que j'ai jamais détenu n'était pas général. C'était grand-père. J'ai abaissé la lettre. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. La pièce comprenait. Pendant plusieurs instants, nous sommes simplement restés assis là en silence. Puis Sir Jonathan s'est discrètement raclé la gorge. Il y a encore une chose. J'ai levé les yeux. La fondation a déjà reçu des engagements. Quel genre d'engagement ? Son sourire s'est élargi. De très important. La vieille femme a ri doucement. Très important. L'ancien officier s'est penché en avant. Des organisations de vétérans. Des donateurs privés. Plusieurs fonds caritatifs. Je les ai dévisagés. Important à quel point ? Sir Jonathan a finalement répondu. Le financement initial dépasse les 20 millions d'euros. J'ai failli laisser tomber la lettre. 20 millions. Pas pour moi. Pour les vétérans, pour les militaires, pour les familles, pour les personnes qui avaient besoin d'aide. Soudain, tout est devenu clair. Le véritable héritage n'avait jamais été caché dans le coffre. Il avait été caché dans les valeurs de grand-père. Et quelque part en Virginie, mon père et mon frère étaient sur le point de découvrir à quel point ils s'étaient trompés, sur ce que le général William Carter avait véritablement laissé derrière lui. Je suis rentré en Virginie 8 jours plus tard. Le vol retour m'a semblé très différent du vol vers Londres. Quand j'avais quitté l'Amérique, je transportais des questions. À présent, je transportais des réponses. Pas toutes. Certains mystères resteraient à jamais. Grand-père l'avait probablement voulu ainsi. Mais j'avais enfin compris ce qu'il avait essayé de nous enseigner. Et plus important encore, j'avais compris pourquoi il m'avait choisi. À la seconde où j'ai rallumé mon téléphone après l'atterrissage, les messages ont commencé à affluer. Des messages vocaux, des SMS, des emails. La plupart provenaient de membres de la famille. Pour la première fois de ma vie, Ryan semblait désespéré de me parler. Cela seul m'indiquait que quelque chose avait changé. Apparemment, les nouvelles voyagent vite, surtout lorsque des organisations respectées, des groupes de vétérans et des donateurs de premier plan, commencent à annoncer la création d'une nouvelle fondation liée à un général décoré. J'ai écouté l'un des messages de Ryan en attendant mes bagages. Émilie, appelle-moi. Un autre, il faut qu'on parle.
Puis un autre, il y a manifestement eu un malentendu. J'ai failli rire. Pendant des années, Ryan avait mesuré le succès par des chiffres. Maintenant, il découvrait qu'il y avait des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Le respect, l'héritage, la confiance. Ces choses avaient de la valeur, elles aussi. Et soudainement, il voulait les comprendre. Quelques jours plus tard, papa m'a invité à dîner. Juste nous trois, papa, Ryan et moi. Les mêmes personnes qui s'étaient assises autour de cette table de conférence pendant la lecture du Testament. Les mêmes personnes dont les vies avaient discrètement changé depuis. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant familial en dehors de Richmond. Rien d'extravagant. Le genre d'endroit que grand-père aurait préféré. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis. Ryan s'est levé immédiatement. Il avait l'air nerveux. Je ne me souvenais pas de l'avoir déjà vu nerveux auparavant. Papa avait l'air plus vieux. Pas physiquement, émotionnellement. Comme quelqu'un qui a passé plusieurs jours à réfléchir à des vérités dérangeantes. Je me suis assise pendant un moment. Personne n'a parlé. Finalement, Ryan a brisé le silence. Je suis désolé. Les mots m'ont surprise. Non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce qu'ils étaient sincères. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de conditions. Juste de l'honnêteté. J'ai été horrible ce jour-là. Je suis restée silencieuse. Il a continué. Je croyais que grand-père t'avait rejeté. Ses yeux sont tombés vers la table. Et honnêtement, j'aimais cette idée. L'honnêteté faisait mal, mais je l'ai appréciée. Au moins, c'était vrai. Quand j'ai demandé pourquoi, Ryan a poussé un long soupir. Le soupir d'années accumulées. Parce que j'étais jaloux. Cela m'a encore plus surprise. Jaloux? Ryan avait hérité de millions. De l'entreprise familiale, de propriétés, d'investissements. Tout ce qu'il était censé vouloir. De quoi pourrais-tu bien être jaloux? Il a ri amèrement. De toi. Je l'ai dévisagé. Il a secoué la tête. Tu as toujours su qui tu étais. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis il a continué, j'ai cherché l'approbation toute ma vie. J'ai couru après l'argent. J'ai couru après le succès. J'ai couru après le respect de grand-père. Sa voix s'est adoucie. Et toi, tu l'avais déjà. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'ai réalisé qu'il ne parlait pas d'héritage. Il parlait de quelque chose de plus profond. D'appartenance, de but, d'identité. Des choses que beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher. Papa a fini par prendre la parole. Sa voix semblait plus lourde que dans mes souvenirs. Ton frère n'est pas le seul à te devoir des excuses. Je l'ai regardé. Pendant plusieurs secondes, il a semblé incapable de trouver les bons mots. Puis il a fini par y arriver. J'ai mal compris mon père. C'était là. La vérité. Simple, douloureuse, humaine. J'ai passé des années à croire qu'il valorisait la réussite par-dessus tout. Papa a regardé par la fenêtre du restaurant. Mais ce n'est pas ce qu'il valorisait. J'ai pensé aux journaux de grand-père. Aux histoires. Aux photographies. À la fondation. Aux vies qu'il avait touchées. Le nombre d'accomplissements n'était pas sa valeur suprême. Les gens l'étaient. Papa s'est frotté les yeux. Quand le testament a été lu, je pensais avoir gagné. Sa voix a légèrement déraillé. Puis j'ai réalisé que je n'avais jamais compris le jeu. Personne n'a ri. Personne n'a protesté. Car nous savions tous qu'il avait raison. L'héritage n'avait jamais été une compétition. C'est seulement nous qui l'avions transformé en une. Les mois suivants ont passé rapidement. La fondation du général William Carter pour le leadership a été officiellement lancée. La réponse a dépassé toutes les attentes. Des organisations de vétérans se sont associées à nous. Des chefs militaires à la retraite se sont portés volontaires. Des bourses ont été créées. Des programmes de transition ont été financés. Des familles ont reçu du soutien. De jeunes vétérans ont reçu du mentorat. La fondation a grandi plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Et à chaque étape, j'ai ressenti la présence de grand-père. Pas littéralement, mais à travers les valeurs qu'il avait laissées derrière lui.
Ces empreintes digitales étaient partout. Un après-midi, près d'un an plus tard, nous avons organisé la cérémonie d'inauguration officielle. Des centaines de personnes y ont assisté. Des vétérans, des familles, des dirigeants communautaires, de jeunes militaires, des officiers à la retraite. Des personnes dont la vie avait déjà été impactée. Un grand portrait de grand-père se dressait près de la scène. Les mêmes yeux fixes, la même confiance tranquille, la même expression que celle de mes souvenirs d'enfance. Dans le cadre de la cérémonie, des extraits de ses journaux intimes ont été exposés. Une entrée a arrêté presque tous ceux qui l'ont lu, y compris moi. Je l'avais déjà vue, mais elle m'a frappé différemment ce jour-là. Elle disait, si mes petits-enfants se disputent pour de l'argent, j'ai échoué. Si l'un d'eux choisit l'honneur plutôt que la richesse, j'ai réussi. Je suis resté là pendant un long moment à regarder ces mots. Non pas parce qu'il faisait mon éloge. Parce qu'il l'expliquait parfaitement, lui. La foule s'est finalement rassemblée pour le discours de clôture. Je me suis avancé vers le pupitre. La salle est devenue silencieuse. J'ai regardé les vétérans, les familles, les jeunes hommes et femmes qui commençaient leur propre parcours. Puis j'ai regardé le portrait de grand-père, et j'ai souri. Mon grand-père a laissé de nombreux cadeaux derrière lui. J'ai fait une pause. La plupart d'entre eux ne pouvaient pas être déposés dans une banque. Quelques personnes ont ri doucement. Il nous a appris que la réussite compte. Il nous a appris que le travail acharné compte. Mais plus important encore. J'ai jeté un coup d'œil vers mon père et mon frère, assis ensemble au premier rang. Il nous a appris que le caractère compte davantage. La salle est restée silencieuse. Écoutant, réfléchissant, comprenant. J'ai pris une inspiration, puis j'ai prononcé la vérité finale. La personne la plus riche d'une famille n'est pas toujours celle qui reçoit le plus d'argent. La personne la plus riche est celle à qui l'on confie un but. Les applaudissements ont lentement rempli la pièce. Pas bruyant, pas dramatique. Chaleureux, sincère. Exactement de la façon dont grand-père l'aurait aimé. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde, je suis resté seul à côté de son portrait. Le soleil se couchait. Le ciel brillait d'orange et d'or. Pendant un instant, c'était comme lors de ces soirées sur sa terrasse arrière. Juste nous deux qui discutions. J'ai souri. Mission accomplie, grand-père. Et pour la première fois depuis la lecture du Testament, je me suis senti totalement en paix. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour penser aux personnes qui ont façonné votre vie. Parfois, le plus grand héritage n'est pas l'argent, la propriété ou les biens. Parfois, ce sont les valeurs que quelqu'un laisse derrière lui. Si vous avez déjà connu quelqu'un dont le caractère a changé votre vie, partagez son histoire avec quelqu'un que vous aimez. Et si des histoires comme celle-ci vous rappellent ce qui compte vraiment, je serais honoré que vous vous joigniez à moi à nouveau pour un autre voyage. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.